L'arène nord d'Israël est en feu. Les forces de défense israéliennes ont frappé les forces loyales au régime al-Joulani après qu'elles aient ignoré l'avertissement de ne pas entrer dans les zones druzes de la province de Suwaïda. Des rapports ont fait état de résidents druzes de ces zones attaqués par les forces du régime qui se sont ostensiblement déployés pour mettre fin aux affrontements entre les résidents druzes et les tribus bédouines sunnites. Mais elles n'ont fait que participer aux affrontements en prenant le parti des Bédouins contre les druzes. Pendant ce temps, Tsahal a également frappé des cibles du Hezbollah dans la région libanaise de Bekaa. La Banque centrale du Liban a interdit les transactions avec la banque du Hezbollah. Ailleurs dans la bande de Gaza, on est de plus en plus convaincu qu'un des figures Hamas de Sinouar qui avait planifié le massacre du 7 octobre a été éliminé. Tandis qu'un peu plus au sud, un drone Houthi du Yémen a été intercepté près de la ville israélienne d'Eilat. Bienvenue sur Boots on the Ground, je suis Yair Pinto, vous apportant toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Le gouvernement syrien a peut-être déclaré un cessez-le-feu, mais dans la province de Suwaïda, des affrontements meurtriers se poursuivent entre des groupes armés druzes et bédouins, aidés par les forces loyales au régime du président intérimaire Abu Muhammad al-Joulani. Les combats sur place ont fait, selon les premiers rapports, plus de 200 morts depuis mercredi matin et de nombreux blessés. Les combattants du régime sont envoyés pour calmer la situation, mais sont accusés d'atrocités contre les communautés druzes, notamment d'exécutions sommaires, sévices et incendies de maisons. En réponse, Israël a frappé des cibles du régime pour aider les Druzes après avoir averti Damas que nous nous opposions à votre entrée dans cette région. Les dirigeants druzes en Israël ont exprimé la crainte que leurs proches en Syrie ne soient entraînés dans un bain de sang. Et une trentaine d'Israéliens druzes ont tenté de prendre les choses en main, en franchissant la frontière et en se dirigeant vers le village druze syrien de Hadar. Tsahal a gentiment mais fermement rassemblé ses citoyens et les ont ramenés sur le territoire israélien en les mettant en garde, qu'une guérilla sanglante est en cours dans les rues de Hadar. Le régime affirme que 138 membres de son personnel militaire et de sécurité ont été perdus au cours des derniers jours, témoignant de l'intensité des affrontements. Cependant, le gouvernement israélien a envoyé un message sans équivoque à al-Joulani, alors que, selon un rapport d'Axios, l'administration Trump a demandé à Israël de cesser ses opérations. Pendant ce temps, au Liban, un avion de Tsahal a frappé des cibles du Hezbollah dans la région de la Bekaa et selon Tsahal, des installations des forces Radwan utilisées pour le stockage d'armes et l'entraînement ont été touchées. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré « Si le Hezbollah tente de reconstituer ses capacités commerciales contre Israël, nous répondrons avec force. » Dans le même ordre d'idées, la Banque centrale du Liban a émis une ordonnance interdisant aux institutions financières agréées du pays toute relation directe ou indirecte avec un organisme financier lié au Hezbollah, nommé Al-Qard al-Hassan, selon le rapport de l'agence presse Reuters. Alors que tout cela se passe dans l'arène du Nord, il y a aussi de l'action dans le sud d'Israël. Faraj al-Gol, membre du conseil législatif du Hamas, l'un des principaux planificateurs des attaques du 7 octobre contre Israël, a été éliminé lors d'une frappe de l'armée de l'air israélienne. Selon les services de renseignement, il était l'un des principaux opposants à un cessez-le-feu, ce qui pourrait contribuer à faire avancer les choses. Pendant ce temps, Tsahal se bat pour la 4e fois à Beit Hanoun, dans la bande de Gaza. Après plus de 600 jours de combat dans la bande de Gaza, la mission à Beit Hanoun n'est toujours pas terminée. Le bataillon 9 et ses combattants, ainsi que les combattants de la division 162, opèrent actuellement dans la zone, détruisent l'infrastructure terroriste et frappent les souterrains du Hamas. Dans le même temps, l'armée de l'air a commencé ses frappes sur la ville de Gaza. Et mercredi matin, après l'avis d'évacuation du porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne aux habitants des quartiers de la région pour qu'ils se dirigent immédiatement vers le sud, vers les zones humanitaires, les attaques ont commencé. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous parlera de la lutte armée entre les grandes puissances actives au Moyen-Orient. Et dans le contexte des efforts renouvelés de l'administration Trump pour relancer les négociations avec l'Iran, le secrétaire d'État américain et les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques ont lancé un ultimatum à l'Iran
pour qu'ils parviennent à un nouvel accord nucléaire. Comme moyen de pression, ils menacent de renouveler les sanctions dites snapback qui faisaient co-partie de l'accord nucléaire JCPOA, Joint Comprehensive Safety Plan of Action de 2015. Cet accord permet à la France, au Royaume-Uni et à l'Allemagne de réimposer des sanctions des Nations unies à l'Iran s'il ne respecte pas ses engagements en matière nucléaire. Après un appel avec Rubio, une date limite a été fixée pour parvenir à un nouvel accord avant la fin du mois d'août. Mais Donald Trump n'a pas eu le même son de cloche, déclarant « Ils veulent peut-être parler ». Mais de mon côté, je ne suis pas pressé de parler parce que nous avons détruit leur site. Les amis, nous avons beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Nous allons donc nous plonger dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et je suis accompagné de Mati Shoshani. Aujourd'hui, nous vous présentons Boots on the Ground, le bulletin d'information qui vous permet de savoir ce qui se passe en Israël au 649e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes terroristes armés de la région qui opèrent directement sous les ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous demander de continuer à venir nous aider à partager la vérité sur ce qui se passe en Israël. Pour ce faire, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire et partager avec vos amis la vérité sur ce qui se passe dans ce pays afin qu'ils sachent comment prier pour la paix à Jérusalem. Aujourd'hui, pour nos frères juifs druzes d'Israël, dont les proches sont massacrés par le nouveau régime syrien, prions pour leur sécurité et ouvrons cette émission avec les événements de l'arène nord d'Israël. Mardi midi, afin d'aider les Druzes, Tsahal a commencé à frapper les véhicules militaires du régime syrien qui étaient entrés dans El Souaïda. Il s'agit d'une ville à prédominance druze située dans le sud de la Syrie. Le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent « Nous avons demandé à l'armée israélienne de frapper immédiatement les forces et les armes du régime qui ont été introduites dans la zone d'El Souaïda sur les brigades druzes Al-Jabal en Syrie pour les activités du régime contre les Druzes, en violation de la politique de démilitarisation qu'ils avaient décidée qui interdit d'introduire dans le sud de la Syrie des forces et des armes qui mettent en danger Israël. Les avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont frappé plusieurs chars dans le secteur en guise d'avertissement aux dirigeants syriens et de messages clairs qu'Israël ne permettra pas que l'on fasse du mal aux Druzes. La déclaration poursuit en disant qu'Israël s'est engagé à empêcher que des dommages soient causés aux Druzes de Syrie en raison de la profonde alliance fraternelle avec nos citoyens druzes en Israël et des liens familiaux et historiques qu'ils entretiennent avec les Druzes de Syrie. Nous agissons pour empêcher le régime syrien de leur faire du mal et pour assurer la démilitarisation de cette zone adjacente à notre frontière avec la Syrie. Le gouvernement syrien a protesté contre la frappe israélienne en déclarant qu'il y avait eu plusieurs morts parmi le personnel des forces de sécurité, en plus de plusieurs incidents impliquant, selon les autorités syriennes, des civils. Il y a peut-être une part de vérité dans cette affirmation, mais ce qui est aussi indubitablement vrai, c'est que les forces islamistes fidèles à Al-Julani ont perpétré de graves atrocités à l'encontre de la population druze du pays. Des informations fiables font état de dizaines de morts parmi cette population et ce dernier incident rappelle des événements similaires survenus il y a quelques mois lorsque des islamistes syriens ont perpétré un horrible massacre d'Alaouites dans la plaine côtière de Syrie. À la suite des informations faisant état d'attaques contre les Druzes, les islamistes de toute la Syrie publient des messages sur les réseaux sociaux appelant à une mobilisation générale et à une marche vers Saoueda, le plus grand centre druze du Moyen-Orient. Cet appel du régime syrien est décrit comme plus important qu'un appel au djihad et ces messages sont coordonnés avec la nouvelle armée syrienne. Voilà pour les grandes lignes. Alors, zoomons en détail sur ce qui se passe dans la province de Saoueda à la manière de Boots on the Ground. Les affrontements entre les Druzes et les habitants de cette région et les groupes tribaux bédouins sunnites soutenus par les troupes fidèles au régime se sont poursuivis dans la nuit de mardi à mercredi. Ces hommes du régime ont été envoyés dans cette région, soi-disant, pour mettre fin aux affrontements et calmer les tensions, mais selon des témoins oculaires sur place, l'armée syrienne aide les Bédouins et participe aux atrocités, étant même accusée d'avoir exécuté des civils druzes.
Les principaux affrontements ont lieu dans la ville de Saoueda, capitale provinciale de la minorité druze, et dans ses zones rurales. La nuit dernière, il a été rapporté que les affrontements s'étendaient également à la ville d'Azrafiyat Sahanaya, dans la banlieue de Damas, où, au début de l'année, des combats meurtriers ont éclaté entre les forces druzes et des groupes armés. Ces affrontements constituent un nouveau chapitre du long conflit qui oppose les Druzes et les Bédouins dans la région. Jusqu'à présent, ils ont fait au moins 203 victimes parmi les Druzes, les Bédouins et les combattants du régime syrien. Et d'après les rapports accumulés par toutes les parties, ces chiffres seraient fiables. Tout a commencé ce week-end lorsque des Bédouins armés ont attaqué un jeune Druze de Saoueda sur la route reliant la province à Damas. Les rapports indiquent que plusieurs hommes armés ont volé le jeune et l'ont kidnappé, puis l'ont relâché dans une zone isolée dans un état grave. Certains habitants de Saoueda ont arrêté des membres des tribus bédouines de la région, ce qui a provoqué des tensions. Le contrôle de Saoueda est une question clé dans les tensions de la province. La province abrite la plus grande communauté druze de Syrie, soit environ 700 000 personnes, ce qui, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, constitue la plus grande concentration de communautés druzes dans tout le Moyen-Orient. Ces habitants druzes craignent d'être harcelés par le régime, qui aurait l'intention de ramener toute la communauté druze à l'islam pur et dur et de porter atteinte à leur mode de vie et leur religion. En avril, les affrontements entre les Druzes et les forces du régime ont déjà fait plus de 100 victimes. Actuellement, Israël mène des opérations aériennes pour empêcher les chars et les camionnettes équipées de mitrailleuses lourdes, ainsi que les hommes armés d'atteindre cette zone. Cependant, il est difficile de détecter les hommes armés qui arrivent dans des véhicules privés et qui cachent des armes que les drones de l'armée de l'air ne peuvent pas voir. Ils ont réussi à atteindre plusieurs quartiers de la ville et à y commettre des atrocités. Nous continuerons à prier pour la sécurité des Druzes et de toutes les minorités qui souffrent de la main lourde de l'islam extrémiste. Nous poursuivons avec ce qui se passe dans la bande de Gaza et nous vous donnerons une image complète des combats contre l'organisation terroriste Hamas, mais d'abord, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour être au courant de la vérité en temps réel et ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Revenons à l'actualité et concentrons-nous sur les informations en provenance de la bande de Gaza où 11 terroristes ont été éliminés mercredi matin dans une série de frappes de Tsahal. Au milieu de toute cette activité cinétique, on estime de plus en plus qu'un membre du conseil législatif du Hamas, Faraj El-Ghoul, a été éliminé lors des récentes opérations du Shin Bet et de l'armée de l'air. El-Ghoul était considéré comme une cible importante sur la liste du Shin Bet et faisait partie, selon les évaluations, de l'équipe qui a planifié le massacre du 7 octobre. Les bruits des combats à Beit Hanoun ont été entendus ces derniers jours au-delà des frontières de la bande de Gaza et les forces de Tsahal continuent d'y opérer ce mardi, avançant lentement sur le terrain avec une puissance de feu incessante. Mais les terroristes du Hamas et d'autres groupes palestiniens de la région se cachent dans les souterrains, ce qui pose un très grand défi de guérilla à cet endroit. Pendant ce temps, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, le colonel Avishai Aderi, a demandé aux habitants de plusieurs quartiers de la ville de Gaza d'évacuer et de se déplacer vers le sud avant que les forces de défense israéliennes ne commencent à manœuvrer avec force dans cette zone. Après l'avis d'évacuation, l'armée de l'air a commencé à assouplir ses frappes sur la ville de Gaza et sur d'autres quartiers du nord de la bande de Gaza. Les frappes ont détruit des cibles terroristes et ont également encouragé la population de Gaza à comprendre qu'il valait mieux se précipiter vers le sud avant que les forces terrestres ne pénètrent au cœur de la ville de Gaza. Le journal Ashraq el-Awsat, basé à Londres, a rapporté ces derniers jours qu'Israël avait éliminé de nombreux agents du Hamas, parmi lesquels des agents de terrain et d'anciens hauts responsables du mouvement. Cette semaine, Mohamed Faraj el-Oular, membre du conseil législatif du Hamas et ancien ministre de la Justice, a été éliminé en même temps que des agents des services de renseignement et des activistes du Hamas, des militants de l'aile sociale du Hamas et d'autres organisations. Le journal a également rapporté, en citant des sources à Gaza,
qu'Israël avait éliminé 4 hauts commandants de l'aile militaire du Hamas et d'autres agents de la branche de production et d'ingénierie, qui est considéré comme l'élément le plus important des capacités de l'aile militaire. Alors, les amis, ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement dans la bande de Gaza et comme toujours, nous vous invitons à faire partie de l'équipe en partageant nos vidéos sur YouTube, en laissant un commentaire, en aimant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et surtout en priant pour la paix à Jérusalem. Nous nous tournons maintenant vers Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui nous apportera toutes les dernières mises à jour sur les récents développements au Moyen-Orient. Mati, dans le contexte des efforts renouvelés de l'administration Trump pour relancer les négociations avec l'Iran, le secrétaire d'État américain et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne ont lancé un ultimatum à l'Iran pour parvenir à un nouvel accord nucléaire. En outre, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que l'Iran espérait discuter avec les États-Unis, mais qu'il n'était pas pressé de s'entretenir avec eux. Mais pour couronner le tout, l'Iran continue de proférer des menaces de vengeance puissante contre Israël en disant que cette fois-ci, ils sont vraiment sérieux et que nous ferions mieux de nous méfier. Mati, expliquez-nous ce qu'il se passe. Merci Yair Pinto. En effet, les dernières heures ont été dramatiques en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Oui, il s'agit d'une nouvelle qui s'est répétée à maintes reprises ces derniers temps, mais cette fois-ci, elle vient d'un angle complètement différent. Plusieurs pays européens, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, font tous pression sur l'Iran pour qu'il réduise complètement ses stocks d'uranium enrichi. Faute de quoi, ils veulent revenir au premier accord nucléaire de 2015. Permettez-moi de vous expliquer l'effet dramatique de ce qui est en train de se passer en ce moment. Jusqu'à présent, les Iraniens ont été en mesure, dans le cadre de plusieurs accords différents, d'augmenter lentement leur stock d'uranium enrichi et jusqu'à l'attaque d'Israël puis des États-Unis, ils ont pu enrichir de l'uranium grâce à leurs centrifugeuses et stocker de l'uranium enrichi. Et en ce moment même, de nombreux pays européens disent « Si vous n'arrêtez pas, si vous ne réduisez pas complètement vos activités, si vous ne renoncez pas à votre manque de transparence en ce qui concerne votre programme nucléaire, nous allons tout faire pour mettre en œuvre notre mécanisme de retour en arrière. » Et cela signifie que, s'ils n'ont pas d'accord avant la fin du mois d'août, un mécanisme automatique d'annulation entrera en vigueur. Et en septembre, soit 30 jours après, toutes les sanctions qui existaient en 2015 seront à nouveau imposées aux Iraniens. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ceci est une nouvelle dramatique. Dramatique pour les Iraniens, dramatique pour les Américains et dramatique pour la paix et la stabilité régionale. Laissez-moi vous expliquer. Pour l'instant, nous attendons. Nous, Israël attend, les Américains attendent, à la suite de l'attaque en cours ou de la campagne de 12 jours contre les Iraniens, pour voir comment nous parviendrons à un accord. Mais les pays européens regardent tout cela et disent que ce n'est tout simplement pas assez rapide ou assez bon. Nous avons vu ce que les Iraniens sont capables de faire, nous avons vu leur mode de fonctionnement dans le passé et nous voulons de l'action et nous la voulons maintenant. Et si nous ne voyons pas cette action, nous allons agir de notre propre chef et nous allons le faire immédiatement. Les États-Unis, Marco Rubio, se rallient à cette idée et disent clairement qu'ils soutiennent cette ligne de conduite. Le président Trump fait une déclaration intéressante, affirmant qu'il n'est pas sûr que cet accord soit suffisant. Il veut capitaliser sur les dommages causés par l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran et conclure un accord plus complet et plus spectaculaire avec les Iraniens. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une évolution très spectaculaire des événements qui montrent que la communauté mondiale veut s'assurer que nous ne sortons pas de cette saison estivale sans un mécanisme de supervision clair et décisif et sans un accord avec les Iraniens qui les prive de la possibilité de se doter d'armes nucléaires. La semaine dernière, un rapport de l'Organisation internationale pour la science et la sécurité a indiqué que l'Iran n'avait pas encore commencé à récupérer et à reconstruire ses installations nucléaires. Le rapport se concentre en particulier sur l'analyse de l'imagerie satellite de l'installation d'Ispahan, dans laquelle, selon l'analyse, les Iraniens n'ont pas encore commencé à déterrer les débris et à essayer de récupérer leur stock d'uranium enrichi. Permettez-moi de vous le rappeler, les Iraniens disposaient de suffisamment de stocks d'uranium enrichi pour fabriquer près de 10 bombes avec un peu plus de processus d'enrichissement. C'était avant, bien sûr, l'attaque israélienne et américaine contre eux. Et une fois que cette attaque a eu lieu,
Nous ne savons pas exactement, et apparemment les Iraniens non plus, quelle quantité d'uranium enrichi ils ont entre les mains et quelle quantité est enfouie sous terre. Ce rapport semble donc indiquer que les Iraniens n'ont pas encore commencé la récupération de leur stock d'uranium enrichi. Il est intéressant de noter que la semaine dernière, lors de la rencontre entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump, l'un des principaux sujets abordés a été la manière de continuer à faire pression sur les Iraniens pour s'assurer qu'un accord soit conclu et qu'ils n'aient plus d'uranium enrichi et qu'ils n'aient ni le désir ni la capacité de continuer à chercher à fabriquer une bombe. L'une des choses dont le Premier ministre Netanyahou a continuellement parlé avec le président Trump et dont il a également parlé publiquement est le fait que la pression des sanctions doit rester sur la table, car les Iraniens sont connus pour revenir à l'enrichissement à maintes reprises dans le passé. Même la série d'attaques spectaculaires menées par Israël et les États-Unis contre l'Iran ne garantit pas que ce pays n'essaiera pas de reconstruire son programme nucléaire. Des sanctions doivent donc être prises s'ils ne parviennent pas à un accord. Dans le même temps, nous avons constaté que l'Iran n'a pas activement commencé à reconstruire ou à récupérer ses stocks d'uranium enrichi. Nous n'avons donc pas parlé de ce que les Iraniens ont répondu à cette pression constante, exercée à la fois par les Européens, les Américains et les Israéliens, en quelque sorte en arrière-plan. Leur ministre des Affaires étrangères, Al-Rakji, a clairement déclaré que cette intervention et cette pression de la communauté européenne, d'une part, mettrait fin à l'implication de l'Europe dans les accords avec l'Iran, et d'autre part, il s'agira d'une déchirure irrémédiable dans les relations avec les Européens. En d'autres termes, ils sont très mécontents de cette pression si l'on regarde vraiment ce qu'ils essaient de dire. En fait, tout ce qui se passe actuellement semble indiquer que le monde n'a pas tout à fait perdu de vue le fait que l'Iran a passé des décennies à essayer de mettre en place un programme nucléaire civil, mais surtout militaire. Il n'a pas non plus perdu de vue le fait que les Iraniens, lorsqu'ils ne sont pas supervisés et qu'il n'y a pas de pression substantielle sur leur tête dans le cadre du processus de négociation, ont toujours été capables, par le passé, de revenir en arrière, supprimer les sanctions dans une certaine mesure et commencer à reconstruire leur programme nucléaire. Et maintenant, la communauté européenne, les Américains et bien sûr Israël sont préoccupés et vigilants pour s'assurer que, quel que soit l'accord conclu, il le soit de manière à ce que les Iraniens ne reprennent pas la construction d'un programme nucléaire et qu'ils renoncent à leur stock d'uranium enrichi. Quelques semaines très tendues nous attendent. Si l'échéance fixée par les pays européens est la fin du mois d'août, cela signifie que nous avons 5 ou 6 semaines devant nous pour parvenir à un accord. Et c'est un délai très court pour un tel accord dans n'importe quelle situation, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi délicat et compliqué que des sanctions et bien sûr l'abandon d'un programme nucléaire que l'Iran est en train de mettre en place, l'abandon d'un programme nucléaire que les Iraniens ont mis des décennies et des dizaines de milliards à construire. Nous assistons donc à une saison tendue, à une saison importante qui va remodeler la région dans laquelle nous vivons. Je vous rappelle que si vous voulez continuer à entendre la vérité sur ce qui se passe dans cette région et continuer à entendre les reportages de toute l'équipe sur le terrain en Israël, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cela nous aidera à faire connaître la vérité sur ce qui se passe ici aux gens du monde entier. Ne manquez pas le prochain reportage. Je suis Mati Shoshani et je laisse la parole à Yair Pinto pour la suite du reportage. Merci beaucoup, Mati, pour tout ce que vous venez de nous dire et de nous aider à comprendre. Passons maintenant rapidement aux informations qui nous parviennent du Liban, où le gouvernement local tente de se détacher de l'organisation terroriste Hezbollah. Mais tout d'abord, je vous invite une fois de plus à vous abonner pour être au courant de la vérité en temps réel. Les chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont lancé une vague de frappes dans la vallée de la Bekaa, au Liban, mardi matin, frappant des camps de la force Radwan, qui, si vous vous en souvenez, est la force de frappe d'élite du Hezbollah, qui était censée lancer des attaques contre les communautés israéliennes en Galilée. Cela ne s'est jamais produit, mais le Hezbollah n'a pas renoncé à son rêve de perpétrer un massacre en Galilée, comme le Hamas l'a fait dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. C'était donc objectif principal des frappes qui ont eu lieu mardi, mettre un terme au rêve du Hezbollah. L'armée israélienne affirme que les camps militaires qui ont été frappés sont utilisés par le Hezbollah pour entraîner et former des militants en vue de planifier et de mener des opérations terroristes contre les forces de Tsahal et contre l'État d'Israël. Dans le cadre de l'entraînement et de la formation, les militants s'exercent aux tirs et aux exercices en utilisant divers types d'armes, mais ils ne le feront plus désormais, du moins, plus dans ces camps détruits par Tsahal. Pour rappel, l'unité Radwan du Hezbollah est l'unité qui, pendant des années, a planifié et fait avancer le plan de conquête de la Galilée, ou peut-être que plan n'est pas le bon mot, peut-être qu'il vaut mieux l'appeler une sorte de fantasme parce qu'il n'a pas eu lieu.
Quoi qu'il en soit, les commandants de l'unité ont été éliminés en septembre 2024 à Beyrouth et au sud Liban lors de l'opération Flèche du Nord, et depuis, l'unité s'efforce jour après jour de reconstituer ses capacités. Apparemment, ils ne sont pas intéressés par la construction de quelque chose de positif pour l'avenir. Tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à élaborer des plans pour démolir les choses positives que d'autres peuples essaient de construire. Tant qu'ils continueront à agir de la sorte, Israël devra continuer à déjouer leurs plans. Et, à cet égard, l'unité a fait progresser la principale menace terrestre que le Hezbollah a construite. Et les forces de Sahel ont, au cours des 2 dernières années seulement, agi contre cette unité en l'empêchant de se reconstruire et de reprendre des forces. Les forces de défense israéliennes précisent que le stockage d'armes et les activités de l'organisation terroriste du Hezbollah sur ces sites constituent une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban et une menace future pour l'État d'Israël. Reuters a rapporté cette semaine que la Banque centrale du Liban a publié récemment une directive interdisant aux institutions financières agréées du pays d'entretenir tout lien direct ou indirect avec l'organisme financier El-Qard El-Hassan lié au Hezbollah, et qui est aussi également connu sous le nom de Banque du Hezbollah. Cette institution est soutenue par le corps des gardiens de la révolution iranienne et est liée à diverses activités terroristes et criminelles au Liban et ailleurs. Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à El-Qard El-Hassan en 2007, affirmant que le Hezbollah l'utilisait comme façade pour mener des activités financières et accéder au système financier international. L'organisation, créée en 1983, se présente comme une association qui accorde des prêts conformément aux principes islamiques et qui, par conséquent, interdisent les intérêts. L'organisation opère en vertu d'une licence accordée par le territoire libanais et gère plus de 30 succursales, principalement dans les zones à majorité chiite de Beyrouth, du sud Liban et de la vallée de la Bekaa. Israël a frappé des branches de l'organisation au cours de la guerre de l'année dernière avec le Hezbollah et le territoire libanais, reconnu par la communauté internationale, s'y oppose désormais également. Tant mieux pour eux, et j'espère qu'ils continueront à reprendre leur pays aux terroristes du Hezbollah et à leurs maîtres iraniens. Les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de toutes les mises à jour liées à tout ce qui se passe en Israël. Et comme toujours, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas de prier. Alors les amis, quand vous priez, faites-le de manière personnelle. Priez pour un soldat de l'armée israélienne et sa famille qui se débattent en ce moment. Priez pour les otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Prions pour qu'ils rentrent bientôt à la maison, rapidement, en bonne santé, physiquement et mentalement. Et n'oublions pas de prier pour la paix d'Israël et la sagesse de tous les dirigeants impliqués dans cette région. Et enfin, prions pour la paix à Jérusalem,